J'étais assise dans mon café habituel, le café de Flore, sur le boulevard Saint-Germain, sirotant mon macchiato au caramel habituel et répondant à mes emails de travail, quand l'appel de maman retentit. La sonnerie familière, qui me faisait généralement sourire, semblait cet après-midi-là bien différente. Peut-être était-ce le vent d'automne qui faisait claquer les vitres du café, ou le fait que le serveur venait d'annoncer une fermeture anticipée à cause d'une tempête imminente. Quoi qu'il en fût, quelque chose clochait. Sarah, ma chérie, la voix de maman tremblait légèrement. Je me redressai aussitôt, oubliant mon café. En 28 ans, j'avais appris à décrypter les infimes nuances de son ton. Ce n'était pas son appel habituel pour prendre de mes nouvelles. Il y a quelque chose dont nous devons te parler à propos de Papy Jacques. Ces mots restèrent suspendus alors que mon esprit s'emballait en imaginant 1000 scénarios. Papy Jacques, celui qui m'avait appris à pêcher au bord de la Seine chaque été depuis l'âge de 6 ans, qui insistait encore pour préparer lui-même sa fameuse pizza à pâte épaisse chaque réveillon, même si son arthrite rendait le pétrissage douloureux, celui qui, lors du barbecue d'oncle Michel le mois dernier, clamait fièrement qu'il était en pleine forme. Il est à l'hôpital Cochin, intervint papa. Ils avaient sans doute mis l'appel en haut-parleur. Nous ne voulions pas te préoccuper plus tôt, mais avec la croisière familiale prévue pour la semaine prochaine. Il s'interrompit, laissant sa phrase en suspens, comme un fil que j'avais peur de tirer. La chaleur du café me parut soudain étouffante. Je regardai, par la fenêtre, un groupe d'adolescents serrés les uns contre les autres pour se protéger du vent, leurs rires étouffés par la vitre. Leur insouciance ressemblait à une scène d'un autre monde, un monde auquel j'avais appartenu il y a à peine quelques minutes. « Que veux-tu dire par « avec la croisière » demandai-je, bien qu'une partie de moi connaisse déjà la réponse. La croisière méditerranéenne que nous préparions depuis des mois pour célébrer le 30e anniversaire de maman et papa. Papy avait été si enthousiaste qu'il avait même acheté une nouvelle chemise hawaïenne pour l'occasion. « Il ne pourra pas venir, ma chérie, » murmura maman. « Les médecins pensent qu'il vaut mieux qu'il reste ici. Mais il a besoin de toi maintenant, nous en avons toutes et tous besoin. » J'écoutais, chaque détail alourdissant mes épaules, les symptômes qu'il avait dissimulés, les rendez-vous médicaux qu'il avait esquivés, la douleur qu'il qualifiait de simple conséquence du temps qui passe. Classique Papy Jacques, toujours prêt à sacrifier son propre confort pour celui des autres. Mon café était devenu froid avant même que je ne raccroche. Dehors, la tempête avait débuté, avec de grosses gouttes martelant les vitres avec une intensité croissante. Je rassemblai mes affaires, mes gestes automatiques, l'esprit encore hanté par la conversation. La serveuse, une femme au visage chaleureux nommée Maria qui connaissait ma commande par cœur, devait avoir remarqué que quelque chose n'allait pas. « Tout va bien, ma belle ?» demanda-t-elle alors que je passais près du comptoir. Je m'arrêtai, consciente de ne pas savoir comment répondre. Comment expliquer que l'on se sent secoué lorsque son univers vient de basculer, alors que tout autour continue comme d'habitude? Que Papy, cet homme qui semblait aussi immuable que la silhouette de Notre-Dame, était soudain différent? Le trajet en train jusqu'à mon appartement dans le Marais fut un flou de visages et d'annonces. Mes pensées vagabondaient vers le dernier Noël, quand Papy avait insisté pour découper la dinde malgré ses mains tremblantes, et où tante Isabelle avait voulu prendre le relais, pour se heurter à son sourire entêté et à une plaisanterie sur le fait qu'il tenait mieux un couteau qu'elle avec sa tourte. Nous avions tous ri à l'époque, mais maintenant je me demandais combien de cette bravoure cachait en réalité une souffrance inavouée. Mon appartement me parut plus vide que d'habitude ce soir-là. En passant devant une photo encadrée sur mon étagère, Papy et moi au bord de la Seine, tenant chacun un cornet de glace et souriant à l'objectif, je réalisais, avec amertume, que malgré sa fraîcheur apparente, la photo datant de l'été précédent, les indices de sa fragilité m'avaient échappé. La pâleur discrète de ses joues, sa posture appuyée contre la balustrade pour se soutenir. La nuit fut longue et agitée. Allongé dans mon lit, j'écoutais la tempête qui faisait rage dehors, tandis que mon esprit s'emballait entre questions et peurs. La croisière familiale, qui avait paru si parfaite il y a quelques mois, ressemblait désormais à une plaisanterie cruelle. Comment pourrions-nous nous amuser en sachant que Papy était cloué à un lit d'hôpital? L'idée de publier de joyeuses photos de vacances alors qu'il souffrait me dégoûtait. Vers minuit, je me levai pour préparer une tisane à la camomille, une habitude héritée de Papy qui disait toujours qu'une tasse de thé chaud pouvait résoudre bien des problèmes, ou du moins les rendre plus supportables.
Assise dans ma cuisine plongée dans l'obscurité, regardant les lumières de la ville se confondre à travers les vitres perlées de pluie, je me sentais déchirée entre le devoir et le désir. Une partie de moi voulait tout annuler, rester auprès de papy, l'autre redoutait de décevoir mes parents, surtout maman, qui avait organisé cette célébration d'anniversaire depuis si longtemps. Mon téléphone vibra, un message de ma sœur Emma, « Tu es réveillée ? Je viens d'apprendre pour papy. » Nous finîmes par parler jusqu'à 3 heures du matin, partageant souvenirs et inquiétudes, tentant de donner un sens à cette nouvelle réalité. Emma, toujours si pragmatique, suggéra que nous pourrions faire un appel vidéo avec papy depuis le navire, lui envoyer des photos pour qu'il se sente inclus. Mais nous savions toutes les deux que rien ne remplacerait sa présence. Lorsque je m'endormis enfin, mes rêves furent peuplés de couloirs d'hôpital et de paquebots, le bruit des vagues se mêlant au bip des moniteurs. Je ne pouvais me défaire de l'impression que ce n'était que le début d'un grand bouleversement dans l'histoire de notre famille, une trajectoire imprévue qui nous éloignerait peu à peu de nos plans, tel un navire s'éloignant de son port vers des eaux incertaines. Une semaine plus tard, je me retrouvais devant le terminal de croisière du port de la Bourdonnais, observant ma famille vaquer à ses occupations, tous assortis dans des valises coordonnées idées de maman, évidemment. Le soleil matinal se reflétait sur la Seine, offrant un décor presque parfait pour les incessantes mises à jour d'Emma sur les réseaux sociaux, famille parisienne en route pour la Méditerranée. #chanceuse, #croisière familiale, #MSC croisière, écrivait-elle en ajustant son téléphone pour capturer l'immense navire qui se dressait derrière nous. Le terminal grouillait d'excitation. Des enfants couraient en arborant des oreilles de Mickey, des couples de personnes âgées vêtues de chemises tropicales coordonnées, et des adolescentes prenaient des selfies avec d'immenses lunettes de soleil. Dans des circonstances normales, j'aurais partagé leur enthousiasme, mais je ne cessais de consulter mon téléphone, espérant un message de l'hôpital Cochin. Sarah, prends la pause, lança maman, m'invitant d'un geste à rejoindre le groupe familial composé d'oncle Michel, de tante Isabelle, de mes cousins et même de la grande-tante Betty, qui était venue jusqu'à nous depuis Lyon. Ils portaient tous les t-shirts personnalisés que maman avait commandés blancs avec « Famille durant croisière 2025 » imprimés en bleu joyeux. Je forçai un sourire et les rejoignis, essayant d'ignorer le t-shirt qui resterait à jamais dans son emballage. Les stories Instagram d'Emma se remplissaient déjà de clichés parfaitement filtrés, papa enregistrant l'embarquement, maman arrangeant ses chapeaux de soleil dans notre cabine, et mon cousin Jacques faisant mine d'être une vedette sur la proue du navire, avec pour légende « On crée des souvenirs », suivi d'une ribambelle d'émojis cœur. Le contraste entre sa narration numérique et notre réalité me donnait le tournis. M'éloignant du groupe, je trouvai un coin tranquille près de l'eau, sur le même quai où avait été prise la photo de papy et moi l'été précédent. Un musicien de rue jouait un air rappelant « Douce France » sur son saxophone, la mélodie se mêlant aux voix des voyageurs et aux cris des mouettes. Je sortis mon téléphone et lus mes messages avec papy. « Je me prépare à embarquer », écrivis-je, ajoutant une photo du navire. « Et tu me manques ?» Sa réponse fut rapide. « Je profite de ma suite de luxe ici à l'hôpital Le Gelé, c'est de première classe. » Même par texto, j'entendais son humour habituel, sa façon de rendre les situations difficiles plus légères, ce qui me serrait le cœur. Au terminal, le processus d'embarquement commença. Nous passâmes les contrôles, remettant nos documents et posant pour les photos obligatoires de bienvenue. Emma convainquit tout le monde de réaliser une photo en sautant, qui se révéla plus maladroite que joyeuse, surtout quand la grande-tante Betty refusa de quitter le sol. Le navire était impressionnant, 18 ponts de divertissement flottant sur l'eau. Nos cabines se trouvaient au 11e pont, avec des balcons donnant sur la Seine. Maman et papa bénéficiaient de la plus belle suite, en l'honneur de leur anniversaire. En explorant le navire, je ne pouvais m'empêcher de penser combien papy aurait adoré cet endroit, notamment le mur d'escalade qu'il jurait pouvoir encore conquérir malgré ses années. Ce premier après-midi fut un tourbillon d'activités. Emma m'entraîna de recoin en recoin du navire, résolue à immortaliser chaque moment pour ses abonnés. Le contenu, c'est du contenu, disait-elle d'un clin d'œil en me plaçant à côté d'un bar à cocktails tropicaux. Je jouais le jeu, levant mon pina colada en guise de toast devant la caméra, mais mon sourire ne relevait que d'un devoir fin. Le briefing de sécurité offrit un bref répit à ces festivités forcées. Debout à notre point de rassemblement, gilet de sauvetage en main, je me retrouvai aux côtés de ma cousine Mélissa,
la seule qui paraissait moins enthousiaste face à cette situation. « Tu as parlé avec lui aujourd'hui ?» murmura-t-elle pendant que l'équipage nous montrait l'usage des sifflets de sécurité. Je hochai la tête. Il essaie de rester gai, tu sais comment il est. Maman nous a dit de ne pas évoquer l'hôpital dans le groupe, elle supprime mes messages dès que j'en parle, ajouta-t-elle en roulant des yeux. Comme si faire semblant que tout va bien pouvait arranger les choses. La fête de départ débuta au moment où le soleil se couchait. La grande terrasse de la piscine se transforma en zone de célébration, avec des danseurs en tenue tropicale, un groupe de style drum et des serveurs portant des plateaux de cocktails colorés. La silhouette de Paris offrait un décor saisissant tandis que nous quittions lentement le quai. Papa insista pour réunir toute la famille pour un toast, à 30 années formidables, dit-il en levant son verre en l'honneur de maman, et à vous tous d'être là pour célébrer avec nous. Sa voix se brisa légèrement sur le mot « tous » qu'il couvrit d'une toux. Emma diffusait la scène en direct, son téléphone passant de visage en visage, capturant sourires et larmes. Les commentaires affluaient. Quelle belle famille. Objectif. La meilleure croisière de tous les temps. Chacun semblait percer la bulle d'illusion que nous avions construite. Plus tard, je m'évaderai sur le balcon de ma cabine. Les lumières de la ville avaient disparu, remplacées par l'immensité de l'eau sombre. Le ronronnement des moteurs et le doux clapotis des vagues contre la coque formaient une mélodie hypnotique. Je feuilletai la galerie de photos sur mon téléphone des dizaines de moments soigneusement mis en scène de bonheur apparent. Il y avait maman et papa découpant leur gâteau de bienvenue, leurs visages éclairés par la lumière artificielle de l'atrium, Emma et Jake dansant la Macarena avec les danseurs de croisière, et tante Isabelle remportant une bouteille de champagne au casino. Chaque cliché racontait une histoire de joie et de célébration, soigneusement orchestrée pour plaire au regard du public. Pourtant, il existait d'autres instants, ceux que les réseaux ne pouvaient capter, la main tremblante de maman appliquant son rouge à lèvres avant le dîner, papa vérifiant sans cesse son téléphone pendant le briefing, espérant sans doute des nouvelles de l'hôpital, ou encore le long silence lorsqu'on avait malencontreusement réservé une place pour papy à table. J'ouvris mon appli météo pour consulter les prévisions pour Paris, partiellement nuageux, température douce, un temps idéal pour s'installer dans le jardin de l'hôpital, si papy se sentait capable. Je me demandais si les infirmières l'aideraient à sortir, ou s'il restait confiné dans cette chambre aseptisée, regardant la télévision et feignant d'apprécier sa gelée. Une notification surgit. Emma m'avait tagué dans sa dernière publication Instagram, jour 1 de la meilleure vacances en famille, disait la légende, accompagnée d'une photo de nous tous dînant, levant nos verres pour un toast. Les commentaires pleuvaient, chargés d'émojis cœur et de félicitations. Je fermai l'appli sans liquère, et ouvris plutôt mes notes pour écrire, tentant de capturer l'histoire vraie derrière cette façade soigneusement construite, celle d'une famille qui prend le large, avec une encre toujours solidement ancrée au port, une joie teintée de culpabilité, des sourires qui ne parvenaient pas à atteindre nos yeux. Le buffet de minuit battait son plein quelque part au-dessus de moi, et je pouvais entendre à peine un karaoké s'échapper du salon en contrebas. Mais sur mon balcon, en regardant le reflet de la lune onduler sur l'eau sombre, je me sentais plus seule que jamais. Demain apporterait une nouvelle journée de sourires forcés et de clichés mis en scène, un autre chapitre de notre performance d'un bonheur factice. Mais, pour l'instant, dans ces heures calmes entre le premier et le second acte, je pouvais laisser tomber le masque et admettre la vérité que nous refusions tous d'affronter. Le 3e jour de croisière, j'avais adopté une routine matinale. Alors que le reste de la famille se précipitait pour occuper les meilleurs emplacements autour de la piscine ou faisait la queue pour le buffet du petit déjeuner, je m'éclipsais discrètement sur la piste de marche du navire, au 12e pont. La cadence de la marche, conjuguée à l'horizon infini, m'aidait à organiser mes pensées en un chaos plus supportable. Ce matin-là, le soleil méditerranéen brillait intensément malgré l'heure matinale. Je croisais d'autres lève-tôt, un vieil homme pratiquant le tai chi, un couple marchant d'un pas énergique dans des tenues de sport coordonnées, ainsi que divers membres de l'équipage se préparant pour une nouvelle journée en mer. Mon 5e tour fut interrompu par un message du docteur Martinez, le médecin traitant de papy à l'hôpital Cochin. Jacques a passé une nuit confortable. Il demande des nouvelles de la croisière. Envoie-lui des photos dès que tu peux. Je m'appuyais contre la rambarde, observant des poissons volants gambader sur les vagues en contrebas.
Les dernières photos que j'avais envoyées dataient du dîner formel d'il y a 2 nuits. Tout le monde était tiré à 4 épingles, souriant à la caméra comme si aucune inquiétude ne pesait sur nous. Papy avait répondu avec une photo de lui en blouse d'hôpital, feignant de déguster un repas raffiné. Le service ici n'est pas tout à fait à la hauteur, plaisantait-il. Sarah. La voix d'Emma résonna sur le pont. Parée pour une nouvelle journée digne d'Instagram, ses lunettes de créateur parfaitement posées, elle s'exclama, « Maman te cherche. » Nous avons cours de salsa à 10 heures. L'idée de cette obligation familiale fit tressaillir mon estomac. Je crois que je vais passer, déclarai-je, en regardant un oiseau de mer glisser le long du navire. Aujourd'hui, je n'ai pas vraiment envie de danser. Le visage d'Emma s'adoucit. Elle vint se tenir à mes côtés à la rambarde, sa tenue de croisière une robe d'été à thème nautique agrémentée d'accessoires assortis contrastant avec mon simple short de sport et mon débardeur. « Et tu ne peux pas passer toute la croisière à te cacher ici, tu sais, lui répliqua-t-elle. « Je ne me cache pas, protestai-je, bien que nous sachions toutes deux que ce n'était qu'une façade. C'est juste que, tout cela ne te semble pas faux ? Cette célébration, les photos incessantes, faire semblant que tout va bien pendant que papy. Bien sûr que ça te semble faux, intervint-elle en baissant la voix alors qu'un membre de l'équipage passait près de nous. Mais que sommes-nous censés faire ? Annuler le tout ? Faire culpabiliser maman et papa pour leur anniversaire ? Je n'avais pas de réponse à cela. En contrebas, la terrasse de la piscine s'animait tandis que la musique pop entraînante résonnait, célébrant la vie à pleine voix. L'ironie de la situation ne m'échappait pas et m'a repris alors, en plus, papy détesterait savoir qu'il a gâché leur célébration. Tu sais comment il redoute d'être sous les projecteurs. Elle avait en partie raison. Papy avait toujours su détourner l'attention de lui-même, veillant à ce que chacun passe un bon moment, qu'il soit en cuisine à faire la vaisselle pendant que les autres dansaient, ou qu'il prenne toujours la photo plutôt que d'y figurer lors des réunions familiales. La journée s'écoula comme les précédentes, je souriais pour les photos d'Emma, participais aux activités de groupe, hochant la tête lors des discussions sur les excursions et les spectacles du soir, tout en laissant mon esprit revenir inlassablement à Paris, à cette chambre d'hôpital où papy regardait, le juste prix, ou résolvait des mots croisés avec les infirmières. Pendant l'après-midi, alors que tout le monde se prélassait au bord de la piscine, je me réfugiais dans l'un des salons calmes du navire, le Schooner Bar aussi nautique qu'un espace de restauration dans un centre commercial, certes, mais avec des fauteuils confortables et un Wi-Fi correct. J'ouvris mon ordinateur portable pour écrire, tentant de démêler le tumulte de mes pensées. « Ça te dérange si je me joins à toi ?» demanda une voix. Je levai les yeux et découvris tante Isabelle, paraissant étonnamment dépourvue de son habituel cortège de cousins. Elle s'assit avant que je ne puisse répondre, serrant dans sa main un gin tonic, bien qu'il fût à peine 3 heures de l'après-midi. « Tu sais, dit-elle après un long moment de silence, ton grand-père n'a pas toujours été ainsi à garder ses secrets, je veux dire. » Quelque chose dans sa voix me fit refermer mon ordinateur. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle prit une gorgée de son verre en fixant l'horizon azur par la fenêtre. Il fut un temps où Jacques était la personne la plus ouverte de la famille, partageant tout, son cœur sur la main. Mais après le décès de ta grand-mère, tout a changé. C'était une révélation pour moi. Dans tous mes souvenirs, papy avait toujours été le stoïque, le roc sur lequel nous pouvions compter. « Qu'est-ce qui a changé ?» demandai-je. « Tout, soupira-t-elle. Il a commencé à tout garder pour lui, à dire qu'il allait bien, refusant de nous inquiéter. Ça te rappelle quelque chose ? Les implications de ces mots m'assaillirent, combien d'autres choses papy nous avait-il cachées au fil des ans ? Combien de fois avait-il souri en affirmant qu'il allait bien, alors que ce n'était pas le cas ? Plus tard dans la soirée, je décidai de manquer le spectacle Un humoriste parisien, par un étrange concours de circonstances pour retourner sur le 12e pont, mon refuge. La nuit était chaude, alourdie par l'humidité, et le ciel constellé d'étoiles, que la ville ne permettait jamais de contempler. Quelques passagers erraient encore, couple main dans la main ou amis échangeant des confidences nocturnes. Je repensais aux paroles de tante Isabelle sur le changement de papy après le décès de grand-mère. Je me souvenais vaguement de cette dernière, j'avais alors 4 ans mais gardais en moi des photos, des récits, des souvenirs flous. Sur chaque cliché d'avant son départ, papy paraissait différent, plus ouvert, plus présent,
plus vivant. Mon téléphone vibra alors dans le groupe familial. Emma avait posté d'autres photos de la journée maman et papa dansant lors d'une discothèque silencieuse, Jake tentant de surfer sur le Floridé, Mélissa remportant un quiz et tout le monde semblait heureux, insouciant. La parfaite escapade en famille. Mais je commençais à discerner les fissures dans cette façade soigneusement entretenue, papa qui vérifiait son téléphone toutes les quelques minutes pendant le dîner, le rire trop fort, presque forcé, de maman, et ses conversations discrètes qui s'arrêtaient dès qu'une certaine personne s'approchait. Nous dérivions chacun dans notre propre océan de doute, prétendant être ensemble sur le même navire, tout en portant chacun nos vérités et nos secrets. Pour moi, c'était le poids de savoir que papy était malade, tout en jouant le jeu de ses vacances factices. Mais que cachaient les autres derrière leur sourire de vacances ? Vers minuit, le corps du navire retentit 3 coulons qui firent écho sur l'eau. Le capitaine avait évoqué un changement de cap plus tôt, et je regardais l'horizon se modifier lentement, les étoiles tournoyant au-dessus de nous alors que nous nous orientions vers une nouvelle destination. Quoi qu'il arrive, la vérité demeurait, nous ne pouvions fuir ce que nous avions laissé derrière à Paris. Je sortis mon téléphone et ouvris mon application de notes, où je tenais ce journal de bord, non pas la version édulcorée qu'Emma diffusait sur les réseaux, mais la véritable histoire d'une famille dérivant sur des eaux troubles, chacune de nous naviguant dans ses propres tempêtes intérieures tout en essayant de rester unis. Parfois, écrivis-je, les vagues les plus violentes sont celles que nous créons nous-mêmes, se fracassant en nous alors que la surface semble calme. Nous flottons sur un océan de non-dits, de vérités à moitié révélées, de soucis déguisés en sourires. Et quelque part à Paris, dans une chambre d'hôpital surplombant la Seine, celui qui nous a appris à rester à flot mène sa propre bataille silencieuse, nous envoyant des messages en bouteille que nous sommes trop occupés à feindre le bonheur pour lire. Le navire poursuivit sa route dans la nuit, ses moteurs fredonnant une berceuse d'évasion, mais à chaque mille parcouru, le poids de nos non-dits semblait devenir plus lourd, telle une encre prête à nous ramener à la réalité. Le retour à Paris fut comme un réveil après un rêve étrange. La gare, en effervescence habituelle, fut traversée différemment par notre famille. Les t-shirts de croisière furent entassés dans nos valises, nos masques de vacances rangés avec la crème solaire et les tomes, tandis que la réalité nous attendait à la sortie, lourde comme nos bagages surdimensionnés. « Je vous dépose tous à la maison », déclara papa en faisant tintiner ses clés nerveusement, puis je vais à l'hôpital Cochin voir Jacques. Sa voix se fit hésitante à l'évocation de papy, chose que je n'avais jamais remarquée auparavant. « Je viens avec toi », dis-je précipitamment. Maman et Emma échangèrent un regard que je peinais à déchiffrer. Le trajet à travers les rues familières paraissait irréel après une semaine en mer. Paris nous accueillit avec sa fraîcheur hivernale habituelle, contrastant brutalement avec la chaleur méditerranéenne que nous venions de quitter. La Seine, d'un gris acier sous un ciel nuageux, n'avait rien de l'eau turquoise que nous avions sillonnée la veille. Papa resta étrangement silencieux en circulant dans le parking de l'hôpital. Je l'observais tourner 2 fois sur le même étage avant de trouver une place, ses mains crispées sur le volant. La tension dans son regard me rappela les propos de tante Isabelle sur le changement de papy après le décès de grand-mère. « Papa, commençai-je alors qu'il luttait avec son ticket de parking, qu'est-ce que tu ne me dis pas au sujet de papy ?» Il se figea un instant, puis reprit, insérant le ticket avec une concentration feutrée. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Lors de la croisière, tante Isabelle a mentionné qu'il avait changé depuis avant le décès de grand-mère. Qu'il était devenu plus ouvert. Et maintenant, avec tout cela ? Dis-je en désignant vaguement l'hôpital qui se dressait devant nous. Papa soupira, laissant tomber sa main de la machine. Ta tante en parle trop parfois. Sa voix n'était pas en colère, mais chargée d'une fatigue profonde que je n'avais jamais perçue auparavant. Nous retrouvâmes papy dans sa chambre, au 8e étage, assis dans son lit, un journal étalé sur ses genoux. Il semblait plus fragile, malgré le fait qu'il occupait le même espace que nous avions quitté une semaine plus tôt. La télévision diffusait, le juste prix, en sourdine. « Voilà mes voyageurs préférés », lança-t-il d'une voix chaleureuse mais épuisée. « Montrez-moi vos photos de vacances. Je veux tout voir, sans que ce vieux bonhomme ne vous ralentisse. » Pendant que papa s'installait pour lui montrer les clichés sur son téléphone, je remarquai que, toutes les quelques minutes, papy jetait un regard vers la porte, comme s'il attendait l'arrivée de quelqu'un. La 3e fois, je surpris papa faire de même.
Une infirmière, Maria d'après son badge, entra pour vérifier ses constantes. Ton frère a appelé plus tôt, dit-elle à papa en ajustant le 4, il a dit qu'il passerait peut-être demain, vers 2 heures. La tension dans la chambre se fit plus palpable, comme une porte qui se ferme au loin. Je pensais alors à oncle Robert, le frère cadet de papa, que je n'avais pas vu depuis si longtemps. Il n'avait pas assisté aux derniers rassemblements familiaux. Dans le parking, j'interrompis papa avant qu'il ne déverrouille la voiture. « C'est qui, oncle Robert, qui vient demain ?» Il s'appuya contre la voiture, son visage empreint de l'expérience de ses 60 ans. « Tu me ressembles trop parfois à ta grand-mère, toujours à déceler ce que nous essayons de cacher. » Le récit se dévoila par bribes durant le trajet. Oncle Robert, le marginal de la famille, avait quitté Paris pour s'installer à Marseille après une dispute avec papy concernant l'entreprise familiale et la confiance brisée. Papa demeurait vague sur les détails, mais une chose était claire, la situation de papy avait ouvert de vieilles blessures. Ce soir-là, incapable de dormir, je fouillais dans de vieilles photos sur mon ordinateur des clichés d'avant ma naissance, scannés pour une réunion familiale. L'un d'eux attira mon attention, papy et oncle Robert, devant la quincaillerie, Durand et Fils, le magasin que papy avait dirigé pendant 40 ans avant de prendre sa retraite, souriant côte à côte. Le panneau du magasin paraissait neuf, fraîchement repeint. J'envoyai un SMS à Emma. « Tu te souviens de quelque chose concernant oncle Robert et la quincaillerie ?» Sa réponse fut brève, « Pas grand-chose. Maman avait dit qu'il voulait la moderniser, mais papy n'en voulait pas. » Pourquoi ? Le lendemain, j'appelai maladie et me rendis à la bibliothèque municipale. Après plusieurs heures de recherche dans les archives locales, je découvris un article vieux de 15 ans, intitulé « La quincaillerie locale face aux défis modernes ». L'article peignait un tableau insoupçonné. Oncle Robert avait voulu étendre l'entreprise, ouvrir de nouvelles succursales pour rivaliser avec les grandes enseignes, tandis que papy refusait de dénaturer le charme unique du magasin. Un passage, rapportant une citation de grand-mère, « Une entreprise familiale, ce n'est pas qu'une affaire de commerce. » Parfois, le plus difficile est de se rappeler que la famille passe avant tout, me fit particulièrement réfléchir, d'autant que grand-mère était décédée quelques mois après sa parution. D'après tante Isabelle, c'est à ce moment-là que papy avait commencé à tout garder pour lui. J'ai passé l'après-midi à errer dans le vieux quartier où se trouvait jadis la quincaillerie, désormais transformée en café aux briques apparentes et lattés artisanaux. À travers la vitrine, je voyais de jeunes professionnels travailler là où autrefois s'exposaient des outils et du matériel. Mon téléphone vibra, papa me disait que Robert était là et que papy me demandait. La chambre d'hôpital avait une atmosphère différente à mon arrivée. Oncle Robert se tenait près de la fenêtre, regardant la ville, ses cheveux grisonnants aux tempes contrastant avec l'image d'antan. Papa était assis dans sa chaise habituelle, tandis que papy, redressé dans son lit, paraissait plus alerte que la veille. « Sarah » dit papy d'une voix plus forte que je ne l'avais entendue depuis des jours, parfait timing. Nous parlions justement du magasin. L'heure qui suivit se déroula comme une pièce de théâtre où des années de rancune et de non-dit remontaient à la surface. La vision d'oncle Robert pour l'avenir du magasin, la crainte de papy de perdre son âme, papa pris au milieu, tentant d'honorer à la fois la sagesse paternelle et l'ambition fraternelle. Au-delà de tout, il y avait le poids des attentes, le coût de la tradition, le dilemme entre progrès et préservation, et l'omniprésence de l'absence de grand-mère, dont la voix de médiatrice s'était tue trop tôt. Ta grand-mère aurait trouvé un moyen de faire fonctionner les choses, finit par dire papy, la voix émue, car elle savait voir les deux côtés. Après son départ, il est parfois plus simple d'ériger des murs que de bâtir des ponts. Le bourdonnement des machines en fond faisait écho à nos émotions, tandis qu'à l'extérieur, Paris continuait son rythme éternel, ignorant le petit drame de réconciliation qui se jouait là-haut. Ce soir-là, je ne pouvais chasser le poids de tout ce que j'avais appris. Les pièces du puzzle familial se mettaient enfin en place, mais l'image qui en résultait était bien plus complexe que je ne l'avais imaginé. Je faisais les 100 pas dans mon appartement, observant les lumières des RER projeter des ombres mouvantes sur mes murs, jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Il fallait que je fasse quelque chose. J'envoyai un SMS dans le groupe familial, réunion de famille d'urgence. Chez moi. Ce soir. Les réponses ne tardèrent pas, mêlant confusion et inquiétude. Emma fut la première à arriver,
portant une bouteille de vin et arborant l'expression inquiète que j'avais apprise à reconnaître ces dernières semaines. Maman, papa, tante Isabelle et même oncle Robert, encore en ville après sa visite, se rassemblèrent dans mon petit appartement du Marais, désormais bondé. Chacun s'installa où il pouvait sur le canapé, sur des chaises, voire par terre tandis que les bruits de la ville montaient de la rue, klaxons, sirènes lointaines, le rythme familier de Paris la nuit. Avant que quelqu'un ne demande, commençai-je d'une voix tremblante, « Papy va bien. » Enfin, aussi bien qu'il peut l'être pour l'instant. Mais c'est justement pour cela que je vous ai tous appelés. Je pris une profonde inspiration, passant mon regard sur chacun, maman jouant distraitement avec sa bague, papa au visage soigneusement neutre, Emma, déjà accrochée à son téléphone comme à une bouée, et oncle Robert, debout près de la fenêtre, l'air pensif. Il faut qu'on parle de ce que nous faisons ici. De cette mascarade la croisière, les publications sur les réseaux, ce simulacre que tout va bien. Cela n'aide personne, surtout pas papy. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le téléphone d'Emma tomba sur le coussin du canapé. « Ma chérie », commença maman d'un ton conciliant, « nous essayons juste de protéger. » « Protéger qui ?» l'interrompis-je. « Papy ? Il sait qu'il est malade. Nous sommes tous malheureux à force de faire semblant. Et ces publications Instagram qui nous font passer pour une famille parfaite. » Oncle Robert laissa échapper un bref rire. Et les Durand, toujours à vouloir maintenir les apparences. « Ce n'est pas juste, Robert, » répliqua papa d'une voix tendue. « Tu n'étais pas là. Tu ne sais pas ce que c'était. » « Non, je n'étais pas là, » rétorqua oncle Robert en se détournant, car cette famille repousse ceux qui ne rentrent pas dans l'image parfaite qu'elle se fait d'elle-même. La tension monta en un murmure électrique, alors que des années de rancune et de non-dit se faisaient jour. « Tu es parti, » lança tante Isabelle. « Personne ne t'a rejeté. Tu as choisi Marseille au lieu de rester parmi nous. »« Je suis parti parce que personne n'écoutait, » s'exclama oncle Robert, sa voix s'élevant. « Tout comme personne n'a écouté quand j'ai prévenu que le magasin devait évoluer, quand j'ai averti de l'arrivée des grandes surfaces. Comme si personne n'écoutait ce dont papy avait vraiment besoin maintenant. »« Et qu'est-ce qu'il lui faut ?» demanda doucement maman. « Il a besoin que nous soyons honnêtes, » intervins-je avant qu'oncle Robert ne puisse répondre. « Avec lui et entre nous. Grand-mère est partie depuis longtemps, mais nous essayons toujours d'être ce que nous pensions qu'elle aurait voulu que nous soyons, parfaits, unis. Mais ce n'est pas le cas, et c'est normal. » Soudain, Emma se leva, attrapa son téléphone et commença à supprimer une à une les photos de croisière sur Instagram. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda maman. « Être honnête, » répondit Emma sans lever les yeux, « ces photos, ce n'est pas nous. Ce n'est qu'un joli mensonge. » Le silence retomba, mais cette fois, il était chargé d'introspection. « Ta grand-mère disait toujours qu'une famille était comme un puzzle. Chaque pièce est différente, mais toutes sont importantes. Lorsqu'elle est partie, nous avons tant voulu que le puzzle reste complet que nous avons oublié qu'il est normal que certaines pièces changent de forme, voire se déplacent. » Papa ajouta, « Ou qu'elle déménage à Marseille. Ou qu'elle tombe malade, » murmurai-je. Maman essuya une larme. « Je voulais juste que cette croisière d'anniversaire soit parfaite. Ton père et moi l'avons planifiée depuis si longtemps, et quand Jacques est tombé malade. » « Maman, » intervint Emma, « rien dans cette famille n'a jamais été parfait. Tu te souviens du dernier Thanksgiving où j'ai brûlé la dinde et que nous avons fini par commander des plats chinois ? Ou quand Sarah avait organisé la fête surprise de papa et que tout le monde s'était trompé de date ? » Quelques rires dissipèrent la tension, rappelant à chacun les moments imparfaits qui faisaient notre authenticité, le jour où papy avait déclenché l'alarme du magasin, la séance photo familiale ratée où cousin Jacques s'était fait piquer par une abeille. « Tu sais ce que papy m'a dit aujourd'hui ?» lança oncle Robert. Il s'excusa de ne pas avoir écouté, il a eu peur de changer ce que papa avait bâti, trop effrayé pour admettre que le magasin évoluait, qu'il le veuille ou non. « C'est de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas ?» compris-je. Nous avons tous tellement peur du changement que nous préférons feindre que tout va bien plutôt que d'affronter la réalité. Les lumières de la ville brillaient au dehors, immuables, tandis qu'ici, dans mon appartement, les fondations de notre façade soigneusement entretenue commençaient à se fissurer. « Alors,
Que faisons-nous maintenant ? Demanda tante Isabelle. Nous repartons à zéro, déclara papa d'une voix ferme. Nous arrêtons de faire semblant et commençons à être sincères les uns envers les autres. À commencer par Jacques. Fini les fausses publications joyeuses, ajouta Emma, brandissant son téléphone, fini de cacher les vérités difficiles. Fini de fuir, murmura oncle Robert. Nous parlâmes pendant des heures, libérant des années de ressentiment, partageant peur et espoir de guérison, la bouteille de vin se vidant pour être remplacée par des tasses de café, tandis que la nuit s'épaississait à l'extérieur et que la vérité continuait de s'écouler en nous. Alors que l'aube pointait à peine, nous prîmes de vraies résolutions non recouvertes d'un vernis de perfection, mais authentiques, séances de thérapie familiale, dîners où les conversations difficiles seraient les bienvenues, et un soutien réel pour papy, non pas comme la famille idéale que nous prétendions être, mais comme celle que nous étions réellement, imparfaite et aimante. Quand chacun quitta mon appartement, le soleil se leva sur la Seine, peignant Paris de nuances roses et dorées. Je restais là, regardant les joggeurs matinaux et les promeneurs de chiens, me sentant plus légère qu'en des semaines. La vérité n'était peut-être pas aussi jolie que les clichés de croisière, mais elle était réelle et, j'apprenais, le réel vaut mieux que le parfait. Le printemps était venu tôt à Paris cette année-là. Vers la mi-mars, les arbres le long des Champs-Élysées laissaient entrevoir leurs premières feuilles, et l'air du matin avait perdu sa morsure hivernale. J'avais pris l'habitude de passer mes pauses déjeuner dans le jardin de l'hôpital Cochin, où papy et moi partagions des sandwichs de la petite sandwicherie du coin, qui, selon lui, faisait le meilleur jambon beurre de la ville. « Tu sais ce qui me manque le plus du magasin ?» me demanda-t-il un après-midi particulièrement doux, en regardant un groupe d'étudiants en médecine pressés avec leur café et leur manuel. L'odeur. Pas seulement celle du bois, de la peinture et du matériel même si cela en faisait partie. Mais l'odeur de la possibilité, des gens entrant avec des projets et des rêves à concrétiser. Je souris en me rappelant l'odeur inimitable de la quincaillerie Durand et Fils. Oncle Robert a appelé hier, dis-je, avec une pointe d'appréhension, il envisage de revenir à Paris. Papy hocha lentement la tête, un léger sourire aux lèvres. Il était temps. Est-ce qu'il t'a parlé de son idée pour une société de conseil ? Là quoi ? Il veut aider les petites entreprises à s'adapter au marché changeant sans perdre leur âme. Il dit que notre histoire lui a servi de leçon ce qu'il ne faut pas faire, j'imagine. Les transformations dans notre famille ces derniers mois avaient été subtiles mais profondes, tel le passage progressif de l'hiver au printemps. Les dîners hebdomadaires, autrefois rigides, étaient devenus de véritables moments de partage où les conversations s'écoulaient librement, même sur des sujets épineux. Emma avait même lancé un blog sur la santé mentale et la dynamique familiale, racontant notre histoire la vraie à ceux qui traversaient des épreuves similaires. Maman et papa avaient entamé une thérapie conjugale, non par crise, mais parce que, comme disait maman, 30 ans de mariage ne font pas de vous des experts, cela vous apprend simplement qu'il y a toujours à découvrir l'autre. Leurs photos de croisière d'anniversaire avaient laissé place à des clichés spontanés de nos dîners du dimanche, imparfaits mais sincères, capturés sans artifice. Sarah, appela papy, ramenant mon attention au présent, il y a quelque chose que je dois te dire. Mon cœur fit un bond, mais je gardai ma voix stable. Qu'est-ce que c'est ? Les médecins pensent que le traitement fonctionne. Ce n'est pas un miracle, ajouta-t-il rapidement, voyant mon visage s'illuminer, mais c'est mieux que prévu. Le docteur Martinez dit que je pourrais même rentrer la semaine prochaine. Je posai mon sandwich, les larmes menaçant de couler. Papy, c'est merveilleux. Ça l'est, acquiesça-t-il, puis se fit plus sérieux. Mais ce n'est pas tout. Je voulais te remercier. Merci d'avoir eu le courage de briser le silence, de nous forcer à affronter la vérité. Je n'ai pas agi seul, protestai-je. Non, tu ne l'as pas fait, mais tu en as été le déclencheur. Comme ta grand-mère l'aurait fait, répondit-il avec un sourire sincère qui éclairait ses yeux. Elle disait toujours que les conversations difficiles sont souvent les plus importantes. Ce soir-là, j'eus une discussion différente avec ma chef à l'agence de marketing où je travaillais. Depuis des semaines, je préparais une proposition. Pour une nouvelle initiative, inspirée par tout ce que notre famille avait traversé, une campagne centrée sur le récit authentique, permettant aux entreprises de se connecter réellement avec leurs clients à travers des histoires sans artifice. C'est risqué,
admit ma chef en feuilletant ma présentation. Les gens sont habitués à voir la perfection en publicité. Mais peut-être est-ce justement pour cela que nous devons essayer quelque chose de différent. Chez moi, j'ouvris mon ordinateur pour poursuivre mon projet d'histoire familiale, qui avait évolué d'un journal personnel de croisière en une chronique de notre passage de la façade au réel, du silence à la conversation, des clichés parfaits à la réalité imparfaite. Mon téléphone vibra à nouveau, et maman m'envoya un message, réunion de famille demain soir. Apporter à manger. Oncle Robert a une annonce. Je souris en repensant à la transformation de nos réunions. Désormais, il n'y avait plus de conversations trop orchestrées ni de sujets tus. C'étaient des moments authentiques, parfois difficiles, souvent chargés d'émotions, mais toujours vrais. Le soir suivant, en entrant dans la maison de mes parents dans le Marais, portant un sac de courses de Monoprix, j'entendis des rires s'échapper de la cuisine. Oncle Robert s'activait à reproduire la fameuse recette de lasagne de grand-mère, pendant que papa lançait des commentaires peu judicieux, et tante Isabelle, assise au comptoir, montrait à maman et Emma le site qu'elle avait conçu pour la nouvelle entreprise de conseil d'oncle Robert. Papy, dans son fauteuil habituel du salon, semblait enfin retrouver un peu de lui-même même si les bracelets d'hôpital à son poignet rappelaient que la bataille n'était pas encore terminée. Ses joues avaient retrouvé de la couleur et une étincelle dans ses yeux que j'avais tant manqué. Juste à temps, me salua-t-il en me voyant, Robert va bientôt annoncer sa grande nouvelle, et j'ai attendu ce moment toute la journée. Autour de la table, dans un ensemble hétéroclite de chaises et de bancs pliants, je regardais chaque visage maman, qui ne ressentait plus le besoin de créer des moments parfaits, papa, apprenant à exprimer ses émotions, Emma, qui avait trouvé sa voie pour aider les autres, oncle Robert, revenant vers la famille qu'il n'avait jamais vraiment quittée, et papy, notre pilier, qui nous avait enseigné que la force réside dans la capacité à montrer ses failles pour permettre aux autres de nous aider à guérir. Le vent printanier apportait le parfum des fleurs en pleine floraison par les fenêtres ouvertes, tandis qu'oncle Robert se leva pour faire son annonce. Dehors, Paris continuait son rythme éternel, train grondant sur les voies aériennes, bateaux klaxonnant sur la Seine, et le lointain jazz d'un bar du quartier, mais ici, le temps sembla suspendu, nous unissant, imparfait et authentique, prêt à écrire le prochain chapitre de notre histoire. Je sortis mon téléphone, non pas pour capturer un moment de mise en scène, mais pour noter une pensée pour mon projet familial. Parfois, l'aube la plus belle survient après la nuit la plus noire. Et parfois, les familles les plus fortes sont celles qui comprennent que la perfection est surestimée, que la guérison commence par l'honnêteté, et que l'amour grandit dans les fissures où la lumière pénètre. Chaque mot, chaque souvenir, chaque larme avait désormais sa place.